sur l'ordinateur. OK, super. Bon, alors pour ce format de webinaire, déjà, bah, je suis enchantée de vous retrouver. Je sais pas si ça te va, Yoann, on va juste faire peut-être alors j'ai introduit d'autres personnes au fur et à mesure. On va faire une courte présentation peut-être, voilà, de qui on est, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous savez un petit peu qui on est, de ce qu'est la FECOP et puis surtout de cette formation. Et on va plus partir peut-être sur un format, vraiment de webinaire, de questions-réponses, parce que je pense que les questions que vous vous posez, vont amener vraiment la pertinence de la construction de ce qu'il y a dans la formation et voilà. Donc moi, je m'appelle Emmanuelle Delrieux, je suis psy-développementaliste, en fait, à la base et puis, j'ai un parcours un peu pluridisciplinaire et il y a quelque temps, face à ce qui se passe, au niveau du bouleversement climatique, j'ai juste pas pu, faire autrement que que de que d'accueillir cela et de vivre, avec, ma propre éco-anxiété, les transformations que ça générait et ça m'a conduit à rencontrer, l'écopsychologie, à m'interroger, à chercher, à me former et puis, le hasard des rencontres a fait que Yoann est venu me cueillir, et que la synergie, de nos rencontres a donné, plein de beaux fruits, comme, l'association, francophone d'écopsychologie, la FECOP. Donc peut-être tu toucheras peut-être quelques mots, Yoann. Et puis, cette volonté, en fait, de créer cette formation pour plusieurs raisons. L'objectif, en tout cas, pour moi, c'était vraiment de pouvoir permettre, d'offrir, hem, une approche intégrative de l'écopsychologie, sans obédience théorique, parce que dans l'écopsychologie, on peut aller plus vers l'écologie profonde, on peut aller vers, peut-être certaines écopratiques. L'objectif là, c'était vraiment d'apporter bonjour Magali, bonjour Kathleen. Alors on a commencé un petit peu, là je suis dans le blabla de présentation. Pas de souci, désolée pour le retard. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était d'avoir cette approche intégrative, de pouvoir aussi apporter, des outils, sécurisants dans les écopratiques parce que, voilà, on n'est peut-être pas, forcément dans le monde de la thérapie, mais on est en contact avec l'humain et du coup, se transformer et apporter aussi des transformations aux autres, c'est forcément toucher aux mécanismes de défense, aux limites, de l'autre et parfois on peut se retrouver, débordé donc l'idée aussi dans cette, formation, c'est d'avoir, et d'acquérir des outils qui nous sécurisent nous-mêmes et qui sécurise les autres. Voilà et encore plein d'autres choses, mais du coup, je vais laisser la parole à Yoann et puis on va développer un peu plus tout ça, après. Merci, merci Manu. Alors moi, je m'appelle Johan Zveshkar. Je suis sur Grenoble. J'ai fait mes études, enfin je suis du sud à la base, pas très loin de Nîmes et donc j'ai commencé mes études en physique théorique, physique fondamentale et puis après je suis parti, faire, de la psychologie et j'ai fini donc mon cursus, mon master, de psychologie, de la recherche, appliquée à la méditation et à la psychologie positive, là, à Grenoble. Et puis à la suite de mes études, je et d'un court CDD, sur Paris qui m'a bien chamboulé, je suis, parti avec ma compagne, en tour du monde, un peu alternatif pour, sortir de notre zone de confort déjà, mais aussi pour répondre à un besoin qu'on a eu, face à la claque qu'on s'est pris du changement, climatique, la crise écologique et tout ça. On était, à l'époque, membre, du collectif Alternatiba voilà, en tant que, voilà, que psychologue, ben, on s'est dit, on a envie de comprendre qu'est-ce qui permet de motiver des gens à agir pour le changement qu'on a besoin et donc on n'avait pas toutes les réponses en main, malgré nos études. On s'est dit: «Mince, il nous manque des choses, il nous manque des pistes» et donc on s'est dit qu'on allait, aller à la rencontre de personnes qui vivent dans des écolieux parce que ces personnes-là ont
ont radicalement changé leur vie ou leur mode de vie pour construire un écolieu ou pour rejoindre un écolieu et donc pour faire partie de ces personnes qui changent, qui changent le monde, qui changent les règles du jeu. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, là, on aura un terreau de personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous dire comment ils ont fait voilà, pour mieux comprendre ce qu'il y avait derrière, ce qui pouvait motiver les gens. Donc, on a fait ce tour du monde, un peu à la manière. Donc là, je vais raccourcir un peu parce que sinon, je prends toute la place. Grosso modo, on l'a fait en mode alternatif. On a essayé de le faire le plus possible en stop et sans utiliser d'argent pour sortir de notre zone de confort et aller vraiment à la rencontre des gens. Alors, et pas être en mode touristique, mais plutôt en mode voilà, de cœur à cœur, de découvrir en fait les gens. Et en revenant en France, en fait, ben, on s'est dit voilà, ce qu'on a envie de faire, c'est à travers ce voyage, ben, on a approfondi, on a connu et approfondi la vision de l'éco-psychologie. On a eu plein de belles choses. Ça nous a beaucoup interrogés. On s'est dit, quand on revient en France, on a envie de se lancer là-dedans. On a envie de promouvoir l'éco-psychologie et de continuer à se former, nous aussi, et continuer voilà, à faire que ce champ grandisse. Et donc, nous voilà, voilà aujourd'hui, après un peu plus de 3 ans qu'on est revenu en France, ben voilà, on travaille à ça. Et donc, j'ai contacté Manuel il y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'avec Emmanuel, on se suit, voilà, on a la même envie, c'est-à-dire promouvoir l'éco-psychologie, faire grandir ce champ, faire du lien. Et donc, la formation fait partie vraiment intégrante de notre envie de donner, de donner voilà, plus de clés, plus d'outils aux personnes, que ce soit praticiens, professionnels, thérapeutes, enfin voilà, tout type de personnes avec un projet ou pas et de pouvoir faire grandir, voilà, cette vision éco-psychologique, cette richesse qu'on a, dans l'éco-psychologie. Voilà pour la petite, intro pour moi. Super, merci Johan. Et du coup, ben voilà, c'est l'idée de cette formation. On va essayer de répondre à vos questions. Elle a vraiment été, en tout cas, pour nous, à la fois véhiculée parce qu'elle vient de nos pratiques, d'accord? C'est pas quelque chose qui est que conceptuel, et qu'on l'a vraiment réfléchi en tout cas, c'est notre volonté, pour que ce soit un processus de transformation vécu individuellement aussi par les stagiaires. Et ça, c'est important parce que l'éco-psychologie, c'est ça, c'est aussi se relier au vivant. Et se relier au vivant, ça passe par le corps, heu, ça passe par ce qu'il y a là, dans tout notre être. Et c'est pourquoi la formation, elle va prendre ce temps de réensauvagement, aussi en groupe, donc qui est ponctué par 3 temps, où on se retrouve d'abord en stage tous ensemble dans un gîte pendant 2 jours, déjà pour faire connaissance, pour se retrouver, pour commencer à poser les bases de ce qu'est l'éco-psychologie, commencer aussi à poser une éco-pratique, hein, le TQR, le travail qui relie, de John à Macy. Et puis, du coup, entre-temps, on va, poser des éco-pratiques, travailler l'éco-psychologie, travailler des éco-spiritualités, travailler des techniques qui nous sont peut-être plus chères, parce que Johan va être plus d'obédience, de méditation pleine conscience et de psychologie positive. Moi, je vais être la fille des profondeurs, qui va être plus version Jung ou d'autres types d'éco-pratiques. Et puis, on se retrouve effectivement en juillet avec Mika, qui un est plein de choses. Je ne saurais pas comment le qualifier, Johan. Je poserais quoi? À la fois pisteur, à la fois il s'est formé avec Kim Pache dans justement le réensauvagement. Et Un ce qui est homme surprenant. intéressant, ouais, surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un être sensible à plein de niveaux, avec qui on s'est retrouvés tous les trois vraiment dans le Vercors, dans cette volonté d'accompagner les individus dans le réensauvagement de soi, mais de manière non brutale. Parce qu'une des choses qu'on a constatées, en tout cas tous les deux, c'est que dans les stages peut-être qui sont proposés d'éco-psychologie, soit il n'y a pas ce côté réensauvagement, soit il va y avoir quelque chose d'assez direct, d'assez confrontant. Et en fait, je ne suis pas certaine
qu'au final, ça transforme réellement l'individu. Parce qu'on peut avoir 5 jours où, OK, on part dans la forêt et c'est super, ça reste une belle anecdote. Mais voilà, est-ce que ça nous change véritablement? Dans le fond, je ne sais pas. Donc l'idée pour nous, c'était d'accompagner en douceur et donc d'avoir en milieu de stage ces 3 jours avec Mika pour, voilà, pour se réensauvager, en se confrontant tout de même, mais de manière sécure, de manière agréable et en groupe. De continuer encore dans les connaissances et puis de se retrouver un peu comme un rite de passage, fin octobre, enfin non, début octobre, sur 5 jours, toujours avec Mika, avec la même personne, toujours pour ce côté un peu sécure et ce côté aussi de continuer à nous voir tous grandir dans ce réalignement aussi à la nature, où là, on va aller encore plus loin, un peu plus peut-être dans l'ensauvagement, dans le dépouillement, dans la reconnexion avec le vivant. Et les stages avec Mika sont aussi l'occasion, tous ensemble en groupe, de travailler les éco-pratiques de manière plus concrète, de manière plus directe, de manière plus sensible et en groupe. Voilà. J'ai essayé de faire court, mais l'idée, c'est vraiment pour nous qu'il y ait un process de transformation qui se vive pour tout à chacun et chacune, et que finalement, au final, en l'ayant vécu, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la capacité de pouvoir le faire vivre aux autres. Parce que vous aurez conscientisé, vous aurez vécu, vous aurez ressenti ce que ça fait. Et c'est ce qui permet d'éveiller l'humilité, la compassion, la bienveillance, la douceur, la patience aussi, que l'on a d'accompagner les autres dans la transformation. En tout cas, je crois que c'est ça qu'on a essayé de poser. Plus, après, ça ne transparaît pas ou pas, mais moi je vous le dis, je pense plein de générosité parce que je pense que ce soit Johan ou moi, vraiment l'objectif c'est d'essayer de donner le maximum que l'on a, tant dans les connaissances que dans notre présence. Voilà, et d'essayer de faire en sorte que cette formation d'éco-psychologie soit une formation où les gens ressortent avec un vrai bagage et que chacun puisse aller composer sa roue médecine, ce que moi j'appelle la roue médecine de l'éco-psychologie, c'est-à-dire d'aller piocher ce qui va vous composer avec votre histoire et ce qui fait sens aussi dans ce que vous allez découvrir. Voilà un peu de manière générale l'information. Je ne sais pas si tu vois quelque chose à rajouter, Johan, avant qu'on passe peut-être aux questions. Non, je pense qu'on peut avec les questions, on va forcément compléter, on va forcément aller en profondeur, donc je pense qu'on peut passer déjà aux premières questions si c'est OK pour tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter et puis voilà, à demander, même juste ce qu'est l'éco-psychologie, c'est OK. Voilà. La première question, c'est toujours la plus dure, on peut passer directement à la seconde question. C'est une bonne idée. Je veux bien poser une question, Mmh. plus sur. Alors, je peux me présenter, Magali. J'ai été enseignante dans le premier degré, principalement auprès d'enfants en très grande difficulté psychologique. Pendant 15 ans, je travaillais en hôpital de jour et je me réoriente depuis 3 ans. J'ai le mot éco-psychologie qui est revenu à plein de moments et sans forcément trouver de formation dans le coin. Je me suis du coup réorientée sur une formation en design sensoriel où je réapprends par le corps à mettre en place peut-être des thérapies multisensorielles et se reconnecter à la nature par des bains de nature. Donc j'ai un projet autour de faire passer ça, mais j'ai l'impression que je manque vraiment d'outils. Et notamment ces éco-pratiques, ça me parle beaucoup et j'aimerais savoir ce que sont les éco-pratiques vraiment, ou avoir des exemples, savoir ce que c'est qu'une éco-pratique. Voilà. Plus au niveau de la définition et peut-être des exemples un peu concrets pour voir si c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Super, merci Magali. Je te laisse commencer. Je te jette la balle, allez. OK, merci. Non. OK, très bien. Alors, les éco-pratiques, il en existe beaucoup, diverses et variées. Dans éco-pratique, en fait, on peut se référer au mot, hein, éco-pratique. Donc, dans éco-pratique, il y a éco qui, donc du coup, du grec oikos,
qui est le même préfixe que écologie, et donc qui fait référence à la maison, à la terre. Donc là, dans le sens large, à la nature, à ce qui est vivant. Et donc, ça va être des pratiques qui vont être en lien avec le vivant. Voilà, grosso modo, ce que c'est. Donc, ça veut dire que l'idée des éco-pratiques, c'est de pouvoir aller euh, au cœur du vivant. Ça peut être en lien direct avec le vivant, c'est-à-dire autour de nous, comme une forêt, comme, euh, comme je sais pas, une prairie, la montagne, la mer. Voilà, quelque chose qui soit directement en lien avec l'environnement. Et, euh, et ça peut venir aussi jouer avec notre vivant qui est intérieur à nous. C'est-à-dire qu'on va être dans ce lien entre intérieur-extérieur, le vivant intérieur et le vivant extérieur. Et donc, les éco-pratiques vont s'appuyer sur des pratiques qu'on peut... pour donner un exemple concret, le travail qui relie, par exemple, de Joanna Macy, il commence à être pas mal vu maintenant en France, en francophonie. On peut le considérer comme, comme des éco-pratiques où on va faire, on va comment dire, on va faire un retour à son corps, à ses sens, à ses cinq sens. On va travailler des choses qui sont vraiment on peut dire à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, tout ce qui est au niveau des sens, c'est vraiment la frontière. Il peut y avoir aussi faire des marches, des bains de forêt, par exemple. Ça peut être considéré comme des éco-pratiques, où là, on va se relier à quelque chose, à la forêt, à des essences d'arbres, avec une marche méditative ou avec des senteurs. Pareil, on va venir utiliser les cinq sens. Et ça va venir justement faire pas mal de choses, remuer pas mal de choses en nous. Donc les éco-pratiques vont utiliser la nature, le vivant, d'une certaine manière. Et c'est assez large parce que c'est des pratiques, enfin il y en a des tas. C'est peut-être à différencier des écothérapies où là justement il y a le suffixe du coup thérapie et qui sera en tout cas à mon sens beaucoup plus balisé et proposé par quelqu'un qui a été formé, certifié, donc thérapeute. Et où derrière, il y aura un objectif un peu plus thérapeutique sur des spécificités peut-être, des spécificités physiques ou mentales pour la personne. Donc voilà, grosso modo, il y a ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Manu. Tout ce que tu as dit, c'est parfait. Et en fait, peut-être juste pour que ce soit le dire autrement, dans les écopratiques, elles vont se poser sur différents bassins. C'est-à-dire que les écopratiques, on peut l'utiliser dans le domaine de l'éducation. Tu parlais, Magali, tu venais d'éducation. Que ce soit l'éducation populaire, que ce soit l'éducation à l'école, que ce soit aussi l'éducation à la transition écologique. D'accord. Ça peut se poser sur le plan politique aussi. Ça peut se poser sur le plan d'ateliers, de groupes, d'éveil, d'accord. Mais, et c'est là aussi tout le travail de la formation, c'est que finalement, il y a quand même qu'un pas entre les écopratiques et les écothérapies. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de sécurisation, c'est-à-dire que on est à une période où c'est hyper important que les personnes se saisissent d'éco-pratiques pour avoir des outils, des méthodes pour accompagner les gens à faire face à la réalité, à pouvoir changer, à pouvoir évoluer, à pouvoir se transformer. Mais quand on n'est pas thérapeute, parfois on peut avoir des réactions qui peuvent être difficiles à accueillir. Donc, du coup, ça va être vraiment clarifié, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire dans un atelier? Quelles sont les intentions qu'on pose? Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Voilà, l'éco-pratique, on l'a fait pourquoi? On l'a fait comment? On va travailler sur le plan méthodologique aussi. Voilà, c'est-à-dire que faire une éco-pratique telle qu'un bain de forêt ne va pas avoir la même finalité qu'une éco-pratique telle que le TQR, le travail qui relie de Joanna Macy dont tu parlais, Johan, ou encore que d'utiliser la fresque du climat en la terminant par exemple avec un TQR.
Voilà, et du coup, l'objectif aussi dans cette formation, comme on parlait de roue médecine, l'idée c'est de permettre aussi à chacun et à chacune avec votre histoire, avec là où vous venez, avec votre bagage pratique, tant individuel d'ailleurs, personnel que professionnel, de pouvoir aussi composer. Il y a un espace de créativité qui est là, d'accord? Donc l'idée c'est de proposer des outils, des méthodes déjà existantes, les expérimenter, de se les faire vivre, mais aussi de s'autoriser à être en création, parce qu'on est quand même à un état, de manière générale, où il y a des choses qui se créent. Voilà, la fresque de la Renaissance, il y a plein de choses en fait qui existent, qui sont là, le travail autour du récit. Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là qu'on va voir pour que, au final, les personnes puissent, en tout cas c'est ce qu'on espère, avoir un sentiment de légitimité et surtout un sentiment de se sentir bien et à l'aise en résonance avec l'outil qu'on utilise pour être dans sa créativité et sa puissance, en fait, pour accompagner et faire vivre les autres dans ces espaces de transformation. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à... Est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? Non. Non. Est-ce que j'ai répondu à ta... Enfin, on a répondu à ta question, Magali? Ouais, bon, super. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que ça me donne un peu plus des exemples parce que c'est vrai que le TQR, j'en ai entendu parler. Les bains de forêt, je les pratique, mais je ne sais pas si je les pratique avec vraiment quelque chose de méthodologique. Donc, voilà, ça m'oriente un petit peu plus sur Ça met de la ce qui sera pour, structure. voilà, sa structure peut-être plus. Ouais. Ok. En tout cas, merci. Avec plaisir. Moi, j'ai une question, c'est quoi le TQR? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, le TQR, tu Ouais. veux répondre, Manu? Ah non, c'est ta spécialité, Je rigole. alors je te laisse. Le TQR, c'est un acronyme qui veut dire travail qui relie, qui a été initié initié par Joanna Macy dans les années, à partir des années 70, et ça a commencé vraiment à faire quelque chose de structuré dans les années 80, 90, voilà, où l'idée qu'il y avait derrière, c'était de pouvoir répondre à cette vague d'impuissance générée par les militants, par exemple, les militants antinucléaires ou les militants contre la destruction du vivant. Et donc, il y avait beaucoup de souffrance par rapport de burn-out déjà à l'époque aussi, beaucoup de souffrance autour de ça. Et donc, le travail qui relie était là pour justement, comme son nom l'indique, pour venir relier non seulement les personnes entre elles, les militants entre elles, euh, et puis de venir se relier à soi, de venir se réécouter, prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe en moi, comment je vis, quelles sont mes émotions, comment est-ce que je vis mes émotions, comment est-ce que je vis mes émotions avec les autres, et puis par rapport à l'environnement, par rapport au vivant, à la nature, me relier à cette nature, à ce qui est plus grand que moi. Et donc, du coup, en faisant ce travail qui relie, eh bien, on passe d'une certaine manière d'un côté impuissant qu'on aurait pu sentir, un sentiment un peu de poids sur les épaules, de je ne peux pas faire grand-chose à mon niveau, à une transformation intérieure qui, en fait, emmène à un mouvement qui génère des actions, qui permet aux personnes de reprendre part et de contribuer au changement nécessaire pour le vivant, en fait. Contribuer pour le vivant. Voilà, à peu près. Et donc voilà, une éco-pratique qui se fait en 4 étapes. Donc c'est assez bien structuré. Et, rapidement, je donne les étapes. La première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude. Donc voir en quoi la gratitude est importante et s'ancrer dans la gratitude est importante. Après, la deuxième étape, c'est d'aller un petit peu explorer ces émotions, les émotions douloureuses qu'on porte par rapport au monde, par rapport au vivant, qu'on n'a pas la place souvent dans notre société de donner, de pouvoir exprimer. Donc, c'est pouvoir là les exprimer. Et puis après, de voir avec des nouveaux yeux, prendre du recul, voir que les choses sont peut-être pas aussi séparées, qu'on a l'impression qu'en fait, il y a une interconnexion, interdépendance entre beaucoup de choses et que ça, quand on a cette vision-là, ben, ça vient approfondir notre vie.
Et puis la dernière étape, c'est comment est-ce que, à partir de tout ça, je peux, moi, reprendre part au changement? Comment est-ce que je peux voilà, venir aussi me mettre en mouvement et donc aller de l'avant, on appelle ça, 7 pas. Voilà les 4 étapes à peu près. Bah, écoutez, moi je vous remercie vraiment déjà d'être là et de nous présenter tout ça. Comme je vous l'ai un peu dit par téléphone, je suis très content d'avoir trouvé cette formation et, euh, et la profondeur de cette formation, en fait, qui moi, moi je suis Oumar, ouais, c'est marqué, mais bon voilà, je suis Oumar, je suis, je suis formé en psychologie aussi et, et donc je viens en fait faire cette formation pas que pour me former, mais aussi pour expérimenter et pour avancer personnellement, en fait. Parce que voilà, je pense avoir besoin, en tout cas c'est arrivé dans ma vie quoi, de renouer un peu le lien avec la nature, avec le vivant. J'étais parti pour devenir maraîcher, mais du coup, j'ai changé un peu de chemin quoi, même si c'est un peu toujours toujours en lien avec la nature quoi. Et en fait voilà, bah, déjà merci de d'être là et j'ai pas vraiment de questions parce qu'en fait, j'ai je je j'ai envie de découvrir et puis, je suis content que vous ayez en fait, aussi vous, votre parcours, il il m'inspire aussi donc, ce que vous proposez aussi c'est sympa quoi, ces rites d'initiation, ça moi je pense que c'est vrai que j'entendais quelqu'un qui disait qu'on en manquait dans notre société et que voilà, peut-être qu'il y a moi ça me parle quoi, j'ai vraiment envie de passer par là quoi. Mmh. Voilà, donc c'est à la fois personnel et à la fois pour me former parce que derrière j'ai un projet et puis voilà quoi, donc j'ai pas de questions mais Merci voilà. Omar, merci. Ça fait plaisir parce que tu as raison et puis pour être tout à fait honnête, quand bien même, bah, je parle pour moi, Johan, tu diras pour toi, hein, et quand bien même, cette formation, on la connaît, les outils, on les connaît, pour nous, c'est aussi un bah, voilà, chaque groupe, chaque formation, ça va être encore une occasion, toujours de transformation pour nous aussi, quoi, avec vous. Donc c'est aussi super riche. Donc c'est un merci, gratitude, dans les 2 sens. Si j'aurais une question en fait. Oui, C'est votre première formation là que vous faites ou pas? J'ai pas celle-ci, la c'est la première. première, Ah OK, d'accord, cool. exactement. Ouais, super. On l'a lancée, là. Hem, ouais, je sais pas, OK. ça s'est on l'a bien travaillé très fortement, puis Mmh, ça s'est présenté pouf paf comme ça, du coup c'est chouette. cool. Mmh. Je me permets, j'ai une autre question. Oui, vas-y. Oui, puisqu'en fait, vous parlez de votre première formation. Moi, je voulais savoir, puisque je ne sais plus si c'est par échange de mails, j'avais posé les questions. Il y a une autre formation qui est prévue, mais en version courte. Quelle est peut-être la différence entre la Mmh. formation longue et la formation courte Mmh. sur, et quelle sera c'est-à-dire que moi, je suis quand même très prise en ce moment. Je voulais savoir s'il valait mieux que je décale ou que je me lance quand même et que je fasse tout en même temps, quitte à plus savoir où donner de la tête à un moment. Mais c'est dans quel délai et si vous faites une seconde derrière, dans quel délai aussi peut-être, voilà, par rapport Ouais, à savoir comment je me vais positionner. je vais répondre à celle-là. Je la prends celle-là de question. Du coup, alors la formation en écopsychologie, c'est en fait, il y en a qu'une, c'est celle-là, c'est la formation longue de 7 mois. La formation courte qu'il y a sur notre site, en fait, c'est une autre formation, mais qui n'a rien à voir.
dans le sens où, enfin, il y a quand même des liens, mais elle est plutôt tournée spécifique sur le travail qui relie, sur voilà, l'éco-pratique, travail qui relie. Et du coup, elle est beaucoup plus courte parce que, donc, elle est que de 8 jours, enfin, 2 fois 4 jours. Elle est beaucoup plus courte parce que justement, elle est pour celles et ceux qui veulent faciliter le travail qui relie et qui ont déjà en fait fait en tant que participants deux travail qui relie déjà, donc 2 spirales pour à leur tour en fait, si, ceux qui veulent en fait initier et la faciliter. Voilà, on fait ça, on fait une petite formation d'aide. Donc ça, c'est voilà. Donc il y a des petits liens parce que dans la formation courte, forcément, on va faire de l'éco-pratique de TQR, mais il y aura pas du tout la même profondeur et du tout la même visée dans la formation longue. Et puis la formation longue, bah, il y aura d'autres sessions après. Donc pour l'instant, là, on lance celle-là et on va réfléchir après pour poser d'autres sessions, mais pour l'instant, on n'a pas de date précise. On n'a pas de date précise parce que, en fait, il faut qu'on bloque nos agendas de 2023. Alors déjà pour moi, bloquer 2022, alors la représentation 2023 et puis surtout, il y a une histoire de temps parce que comme tu viens de le dire, Yohan, en fait, cette formation d'éco-psychologie, c'est ça qu'on a vraiment à cœur. On travaille avec les saisons. Sauf que, bon, aller passer 5 jours en plein hiver dans le Vercors, là, c'est un peu mode survie et on n'est pas là pour faire de la survie non plus, d'accord? On est là pour faire du réensauvagement. Donc forcément, on est obligé de regarder au niveau des plannings. Voilà, on n'a pas du tout encore regardé ça et je pense que c'est quelque chose qu'on regardera, en septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc En tout cas, c'est sûr qu'il y aura d'autres sessions, oui, ça c'est sûr. mais on ne sait pas voilà, C'est pas encore le encore planning. posé, quoi. Ouais. Là, en septembre-octobre, ça pourrait être, mais la petite formation, c'est ça, les 4 jours? Non, pas du tout. Non, C'est ça n'a rien à que voir. septembre, Là, octobre, c'est la Yohan et moi, on ouvre nos agendas, on dit: «Hey, on a un D'accord, nouvel agenda 2023, dis donc». d'accord. Donc, Ouais. quand est-ce qu'on pose Ok. la formation d'éco-psychologie? Mais Ouais. qui sera là forcément parce que, de toute Ouais. manière, il y a de la demande, sur le dossier qui vient d'un peu partout. Ça, il y a pas de souci là-dessus, il faut juste qu'on bloque les dates, quoi. Ok. Merci. Une autre question. Une autre question. Une autre. Non? Alors moi j'avais une petite question. Oui. Je prends ma caméra. Voilà. Bonjour, je suis Bonjour, Kathleen. Kathleen. Du coup, moi, je termine mon emploi. Alors, à la fin du mois, là, j'ai démissionné pour reconversion professionnelle. Ça fait 15 ans que j'étais dans la même branche et j'ai envie de voir autre chose. Donc, je vais travailler sur l'accompagnement à la transition écologique. Et du coup, je suis très curieuse. Je suis super curieuse. Et ça fait un moment qu'on me parle alors surtout du travail qui relie. Et alors la notion d'éco-psychologie, je la découvre un petit peu avec vous, parce que je n'avais pas fait forcément le lien. J'avais entendu parler des pratiques dans les forêts, etc., de un petit peu se reconnecter à la nature avec les arbres. Et moi, je cherche vraiment... alors déjà, ça me parle tout ça. Mais c'est surtout que j'aimerais en fait trouver un moyen ou des moyens, ou voilà. Mais en tout cas, une voie pour ancrer le changement et le changement de mode de vie des gens que je vais accompagner. Voilà. Donc, moi, je me situe plutôt dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités. Donc, à travers elles, je vais toucher à la fois les salariés, les habitants et les citoyens. Et donc, comment faire en sorte que une pratique que je vais leur demander de faire, en fait, ça vienne déjà d'une part d'eux et
j'arrive à ancrer ça profondément pour qu'il maintienne cet effort, parce que c'est toujours un effort de changer ses habitudes. Donc voilà, moi après j'ai des orientations, enfin, je cherche beaucoup sur comment faire des actions par plaisir, procurer du plaisir, de la fierté, etc. Et c'est comme ça qu'on ancre là-dedans. Mais du coup, j'étais bien curieuse d'avoir d'autres méthodes de convaincre les gens et de les convaincre dans le temps, de continuer sur cette voie-là et puis de aussi propager un petit peu ces pratiques autour d'eux, dans leur entourage. Donc ma question, c'est un peu, est-ce que ce stage pourrait m'aider dans cette voie-là, m'apporter des réponses, des aides concrètes? En fait, ta question, pour ma part, elle est délicate de répondre de manière tranchée, parce que ce que j'entends, c'est que tu es à un moment de vie toi-même de transition. Et te dire que l'éco-psychologie sera la voie, moi je ne suis pas très forte en marketing et puis j'y crois pas au marketing forcément, en tout cas tel qu'il est pratiqué dans le développement personnel, donc j'ai pas envie de ça. Par contre, j'entends que tu es en transition. Je crois que par rapport à ce que tu poses, ça pose des vraies questions de fond qui pour moi font écho, c'est-à-dire comment arriver à accompagner les gens dans leur transformation. Et je vais juste te parler ce qui a fait écho pour moi, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça fera écho pour toi, mais c'est juste, voilà. C'est une vraie question de fond parce que du coup, moi, je suis spécialiste du changement. L'accompagne au changement, c'est vraiment mon fil rouge dans toutes mes études, dans tout ce que j'ai pratiqué, que ça aille du chamanisme à la sophrologie, bref, à plein de trucs quoi, que j'ai fait. Et comment accompagner les individus, mais aussi les groupes au changement. C'est une vraie question. J'ai fait de la neuroscience, j'ai fait du neuromarketing, enfin voilà, plein de choses qui sont super intéressantes pour comprendre. Et je sais que pour moi, l'éco-psychologie, ça a été, comme je dis souvent, 3 runes qui m'ont vraiment alignée. Parce que ce oikos, cette racine grecque qui est la maison, comme tu l'as extrêmement bien posé, Johan, elle est venue faire un effet profond, miroir, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte encore plus à quel point, quand les pratiques, elles sont intégrées, elles sont incorporées, quand on vit soi-même, en fait, des changements, des transitions, eh bien, c'est ça qui nous permet d'ancrer encore plus les transitions chez les autres. Tu vois, tu parlais de notion de plaisir. Moi, j'y pose la notion de vivant, de vibrant, de joie. Comme Johan, je trouve que tu le transportes beaucoup, tu vois. Et c'est moi ce qui va m'animer dans l'éco-psychologie, c'est qu'il y a une recherche à la fois sur le sens pratique, mais aussi sur le sens théorique, c'est que les choses ne sont pas figées. Et que du coup, avec des éco-pratiques, mais pas que, on peut s'inspirer aussi, tu vois, des pratiques qui ont lieu dans le neuromarketing ou ailleurs, mais comment on va les poser dans un vrai changement de paradigme et pas que de comportement. C'est-à-dire qu'aller changer les paradigmes, c'est ce qui est plus difficile en fait chez l'être humain. Et tu vois, c'est une vraie réflexion de fond. Donc, qu'est-ce que tu entends par un paradigme? Paradigme, c'est grosso modo, on va dire, c'est un peu la toile de fond sur laquelle on va interpréter les stimuli du monde. Et les paradigmes, ce sont la manière, toutes les représentations et toutes les théories, les modèles que l'on va avoir qui nous constituent. Par exemple, je vais prendre un des paradigmes de notre société dans lequel on est et qui contribue à la destruction du vivant. Okay, il y en a plein, mais celui qui me vient là, ça va être le paradigme de réification, celui de rendre le vivant à l'état d'objet. Ce paradigme de réification, il est fort puisque c'est ce qui fait qu'on peut utiliser des ressources vivantes comme étant de la marchandise. C'est ce qui fait que les femmes, on les a prises pour des objets, comme aussi des enfants, on peut marchander, okay, et sur lequel finalement on va exercer de la domination. Et ce phénomène de réification, qu'on le veuille ou non, on l'a aussi très fortement dans nos vies, dans notre manière de nous-mêmes nous réifier vis-à-vis des autres, sans trop nous en rendre compte. Et ce paradigme-là va venir forcément imprégner nos croyances et imprégner nos comportements. Et donc, du coup, on peut changer des comportements, mais finalement garder le même paradigme. Je donne un exemple tout bête, et après j'arrête là, puis
te donne la parole, Johan. On prend le paradigme du clivage. Je rejette, d'accord, ce que j'aime pas ou les parts de moi que j'aime pas. Okay. Le clivage, c'est pareil, c'est un paradigme de fond dans notre société qui a des conséquences énormes sur la destruction du vivant. Eh bien, moi, je vois plein de gens en thérapie qui ont changé des comportements, voilà, des comportements qui étaient peut-être moins bons pour eux, et qui arrivent, qui me disent « Oh là là, mais Emmanuelle, j'ai la nouvelle version de moi-même. » Ben moi, quand on me dit ça, je suis contente parce que je vois qu'il y a des évolutions sur le plan comportemental et je suis très heureuse pour l'individu, mais je sais que dans le fond, on n'a rien bougé. Parce que finalement, la personne, elle fait quoi? Elle va encore cliver. Elle rejette les anciennes parties d'elle très loin, comme si ça n'existait plus. Et elle va vers quelque chose de nouveau et resplendissant. Mais finalement, elle est encore dans le clivage. Changer le clivage, c'est accepter l'ancien et le nouveau vers une troisième voie, vers quelque chose d'autre. Tu vois ce que je veux dire, Kathleen? Et du coup, voilà, à quel niveau tu places le changement? J'en sais rien. Moi, je le place à ce niveau-là. Et en fait, c'est là où, pour moi, l'écopsychologie, elle vient apporter quelque chose de très fort sur le plan expérientiel et le plan réflexif. C'est ça que j'y trouve. Et je ne sais pas voilà, ce qui fera écho ou pas en toi. En fait. Je ne sais pas ce que toi t'en dis, Johan. Mais après ce que tu as dit, je crois que tu as tout dit là. Donc, non, c'était très bien. Tu as très bien formulé. Voilà, il faut vraiment voir comment. Enfin, là où je te rejoins, c'est faut que ça soit. Faut voir comment ça résonne en nous. Comment est-ce qu'on perçoit la transformation. C'est-à-dire, si on veut voir le monde changer, il faut qu'on se change aussi. Et il faut qu'on voit dans quelle mesure on est capable de venir se regarder et se changer aussi. Donc, comment ça résonne en nous, comment ça résonne en nous voilà, pour accepter le changement en nous, pour pouvoir emmener aussi du changement extérieur à nous. Enfin, c'est Gandhi, hein, là, j'ai rien inventé. Hein, c'est Gandhi qui disait déjà ça. Hein, donc, mais voilà, ça va être là, la formation, elle va être là. Si elle peut t'aider, en tout cas, nous, le but de la formation, on l'a fait là-dessus, justement, permettre aux gens de goûter ça pour pouvoir après, dans votre quotidien, dans vos relations personnelles, professionnelles, etc., utiliser au mieux ce que vous avez appris, ce que vous êtes transformé, voilà, pour transmettre ce que vous êtes après. Ouais, composez vraiment vos true médecine, quoi. C'est ça l'idée. Enfin, c'est que nous, on n'est pas dans. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas, voilà, prenez telle technique et ça va marcher, ça va révolutionner le truc. C'est pas ça l'idée, en fait. L'idée, c'est que, et je le sais, dans ce qu'on va proposer, ben, il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas. Et en même temps, vous avez tous et tout un projet, ou pas, des choses qui vont peut-être émerger. Et en fait, vous allez colorer votre médecine. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans l'écopsychologie. Enfin, du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir apporter, nous, notre objectif, c'est que chacun trouve sa place dans la forêt des tisserands et que chacun aille œuvrer, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est chouette. Merci. J'avais une autre question, du coup, maintenant que... alors là, c'est plus sur le côté très pratique. Ouais. Au niveau des visios, donc vous proposez quand même pas mal de modules. Je crois qu'il y a quoi? Il y a 35 heures, quelque chose comme ça, de mémoire. Comment concrètement ça va se présenter? Est-ce qu'on aura, je sais pas, un mode conférence pendant 3 heures? Est-ce qu'il y aura des exercices à la maison? Voilà, comment c'est structuré? Tu veux répondre à cette question, Johan, ou pas? Je te donne la balle. Allez. Ok, merci. Ok. Alors concrètement, comment ça va se passer? Ça va être du visio en direct, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des formations, des fois c'est des capsules qu'on télécharge et on travaille à son rythme. Ah, au revoir Alexia. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et donc 1, 2, 3. Oui. Donc on est présent. Généralement, c'est des modules qui durent 3 heures. Il y en a certains qui durent 2 heures. Donc ça, on s'est rendu compte que malheureusement, on n'avait pas très bien détaillé dans le dossier. Du coup, on va le refaire. Enfin, moi, je vais le refaire là, vite fait ce soir et je pourrais vous le renvoyer. Comme ça, il y aura les heures, les jours avec les heures. Comme ça sera tout propre, tout bien comme il faut.
Est-ce qu'il y aura des devoirs à la maison? Oui. Alors, pas à toutes les sessions. OK. Et encore, je ne sais pas pour toi, Johan, moi, c'est comme ça que je travaille. Vous avez le droit de pas vraiment faire vos devoirs non plus. Voilà. Mais c'est quand même chouette pour vous. Oui, il va y avoir des devoirs parce que on va travailler aussi sur le récit. On va travailler, voilà, on va vous faire travailler, en fait. Voilà, donc il y aura forcément des exercices entre les sessions. Et puis, c'est surtout, j'ai envie de dire, au moment du présentiel, on va s'éclater à faire, des exercices en vrai ensemble, donc c'est ça qui va être chouette. Voilà. Mais, on a conscience, Johan comme moi, que, voilà, s'il y a des exercices qui ne sont pas faits, pas grave, quoi. Voilà, on a le droit. Oui, là, je rejoins Manu, justement. On va vous faire des propositions, on va vous proposer des choses. Et après, voilà, le mieux, c'est d'essayer de le faire, mais après, vous êtes libre. Mais je voulais revenir sur les visios. Euh, je pense qu'il y aura la possibilité, d'une manière exceptionnelle, d'enregistrer si un jour vous n'êtes pas là sur une visio parce que vous ne pouvez pas. Nous, on peut enregistrer et puis vous envoyer la vidéo après. Et donc après, bah, vous loupez pas la séance en fait. C'est juste que vous décalez. Je pense que voilà, il y aura cette possibilité. Alors l'idée, ça sera pas de le faire tout le temps non plus parce que ça risque d'être aussi gros de devoir gérer à qui il faut envoyer la vidéo, machin, machin, machin. Mais voilà, de manière exceptionnelle, je pense que il y a la possibilité d'enregistrer de temps en temps pour vous envoyer si jamais vous n'êtes pas là un jour de visio en direct. Ouais. Et puis du coup, pour, répondre de manière plus claire aussi face à ta question, le format des modules en visio, c'est pas format conférence. Enfin, il y en a certains, ça va être, un peu quand même du blabla parce que bon, il faut bien blablater un peu quand même. Mais, l'idée, c'est quand même de faire des exos en groupe, enfin, voilà, d'être aussi dans la co-construction, dans la réflexion. Donc, on essaye aussi à ce que ce soit vivant et que aussi dans le groupe, ben, voilà, vous puissiez faire des travaux en sous-groupe. Donc c'est pas passif. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kathleen? Ouais, merci. Très bien. Ça Bon, répondait à la mienne aussi, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a au mois de mai, au mois de juin, des journées où moi, j'aurais certainement déjà quelque chose dans la journée et je ne pourrais pas assister aux deux. ouais. Mais du coup, Donc, enfin, si ça vous intéresse, je ne sais pas comment, si vous pouvez peut-être m'envoyer un mail, à moins que je les ai déjà, je ne sais pas. Je vous mets dans la discussion le mail de la FECOP, que vous puissiez juste m'envoyer un mail pour que j'ai votre, voilà, votre adresse. Et comme ça, je vous enverrai le planning tout beau, tout propre, avec les horaires, parce que effectivement, nous, on est parti à fond, et puis on a complètement zappé de le faire. Comme ça, je vous l'enverrai, et puis ça vous permet de regarder, d'anticiper, est-ce que ça peut correspondre ou pas, et comment vous pouvez aménager votre planning, voilà, si ça vous intéresse. ok, merci. Avec plaisir. J'avais encore une question. Oui, vas-y, je t'en prie, Magali. J'ai entendu, bon, par rapport, ce qui m'intéressait dans ce que vous présentez aussi, notamment en présentiel, là, les stages en immersion. Je voudrais avoir juste un petit me rassurer surtout. Voilà, comment. Alors, je ne sais pas si je vais parler de vulnérabilité, mais comment est pris en compte cette vulnérabilité. Enfin, j'ai entendu sécure, je l'ai bien entendu le mot, c'est sécurisé. C'est surtout par rapport à tous ces stages de survivalisme où je ne me sens pas du tout. Ouais. Voilà, donc c'est comment concrètement, au niveau physique, quelle est la capacité physique qu'il faut avoir pour faire ce stage? Voilà. Niveau plus. C'est ça. On va dire que le dernier stage, ça sera le stage des crocodiles. Là, ça sera vraiment la dernière étape. Voilà. Tu viens juste avec le couteau et c'est tout. Non, bien sûr, bien sûr. On l'a designé pour que tout le monde puisse faire ça sans avoir à être comment on peut dire, un marathonien. Donc, niveau
Voilà, il y aura pas de course d'orientation où en 2 En heures, tu mode dois faire plein de Koh-Lanta. trucs, en mode koh. Ça sera vraiment l'idée qu'il faut voir, c'est que c'est du réensauvagement, mais quand on le lit comme ça paraît, on lit ensauvagement et là on se dit ouh, qu'est-ce que ça va être? Faut voir que derrière ce mot, il y a le mot douceur qui sera là. Il y a le mot prise en charge, douceur, soin et rencontre. Rencontre avec soi, rencontre avec les autres, rencontre avec la nature. Et donc, ce qui va être proposé, ça va être surtout ça. Ça va être un va-et-vient, certes, entre notre zone de confort et un petit peu plus loin que notre zone de confort. Il va forcément y avoir ce petit va-et-vient, mais ça sera pas voilà, très koh, quoi. C'est clair que c'est pas du tout cette optique-là. Si tu veux Et rajouter. ouais, ben, tu as dit les mots qu'il fallait. Donc, j'ai presque envie de dire j'ai pas envie de rajouter, mais en même temps, j'ai juste rajouté du concret. C'est qu'en fait, comme on l'expliquait, ben, là, Mika n'est pas là parce qu'il est en Colombie, dans le peuple, avec les peuples Achuar d'ailleurs. Et, ce qu'on a aimé chez Mika, c'est vraiment sa douceur. C'est quelqu'un qui, lui, pour le coup, a vraiment et continue à travailler vraiment le dépouillement, le réensauvagement, mais de plus en plus loin. Il a une très belle conscience et nous, on est là-dedans, qu'il y a des étapes. Voilà, ça se fait par couches. C'est comme tu disais, c'est une rencontre, en fait, c'est une re-rencontre avec le vivant, c'est une danse qui se fait et au fur et à mesure, eh bien, on va toujours un tout petit peu plus loin ou pas. Et en tout cas, on l'a prévu comme ça, de sorte, par exemple, qu'au dernier stage, pour être très concrète, Magali, peut-être pour que tu fasses une représentation, on va vraiment partir sur le format de ce qu'on aura connu au premier stage au mois de juillet de Réensauvagement avec Mika. Et dans le groupe, il y a la possibilité sur une journée ou deux, qu'une partie du groupe reste là où il est parce qu'on est bien et on continue à travailler nos éco-pratiques, et qu'une autre partie qui a peut-être envie d'expérimenter et d'aller un petit peu plus loin, d'accord, dans le réensauvagement, puisse y aller, en fait, à partir comme ça 2 jours avec pas grand-chose ou une journée et une nuit. Donc, l'idée, comme l'a très bien posé Johan, c'est qu'il y a vraiment cette notion de liberté, que chacun apprenne à s'écouter. Et c'est important que vous le viviez ça, parce que dans 10 ans, ok, quand vous serez aguerri de tout ça, que vous aurez passé des niveaux, que vous serez dans ce réensauvagement profond, que vous aurez vécu vos transitions, ben, vous n'oublierez pas ce que c'est d'avoir été aussi accompagné dans la douceur, parce que du coup, vous pourrez pas supposer, enfin, vous pourrez comprendre que les autres n'en sont pas là. Voilà, c'est ça l'idée, d'accord? C'est vraiment d'aller là-dedans. Et avec tous ces beaux mots que tu as posés, qui sont plus que des mots, qui sont vraiment ces énergies avec lesquelles à la fois Mika, moi et Johan, on est donc vraiment dans cette écoute. Après, concrètement, bah oui, le premier week-end, on est en gîte, donc c'est quand même tout confort, ok? Et puis, au mois de juillet, on y va avec le sac de couchage. Encore une fois, il y a possibilité voilà, il y aura différents espaces. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour ceux qui veulent dormir tout seuls, essayer, tiens, une nuit, ça fait quoi de dormir un petit peu plus loin du groupe? Bah, c'est OK. Il y en a, ça va être plus sous la toile, d'autres sous la tente. En fait, on laisse cette liberté d'expérimentation et à son rythme, sans jugement, et vraiment dans ce truc de pour soi, en fait. C'est ça et de retrouver cette joie aussi, peut-être de l'expérience de l'enfant qui teste par la sécurité du groupe. Et puis il y a Mika, pour compléter d'une manière aussi assez concrète. Mika, il va nous proposer aussi, enfin, il ne sera pas là en neutre, il sera là aussi en proposition, et donc il va nous proposer d'aller peut-être faire du pistage, d'aller apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le pistage, essayer de voir ce lien avec les animaux, essayer de décrypter finalement la forêt qui est loin d'être inerte. Elle a énormément d'indices, de détails, de choses. Et donc, du coup, voilà, d'aller voir un petit peu, de connaître quelques rudiments de pistage pour aller observer des animaux, pour comprendre un peu le milieu dans lequel on est, comment on fait pour boire de l'eau si, par exemple, on n'a plus d'eau dans la bouteille, mais qu'il y a une rivière. Comment on fait pour reconnaître si l'endroit où on peut la boire, l'eau, ou s'il vaut mieux chercher un autre coin, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça. Les plantes.
des Les plantes. gestes premiers Voilà, des essayer de, anciens peuples. voilà, c'est ça, de retrouver un petit peu la connaissance de nos ancêtres sur les plantes, sur d'autres choses. Donc voilà, grosso modo, c'est comment ça va être. Ça va être rythmé un peu comme ça. Ça répond à tes Ok. questions, Magali? Oui, oui, oui. Super. Merci. Tu auras le droit de prendre ton oreiller. D'accord. Oui, Yes. aussi. Si, ok. Même une couverture chaude doudou, mais en tout cas, je viendrai avec elle. Super. Et peut-être le dernier point, s'il n'y a pas de questions, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne l'a pas abordé, et ça me paraît important de faire un petit clin d'œil. On glisse là-dessus, c'est l'éco-spiritualité aussi, qui a aussi sa place dans les éco-pratiques et qui nous paraît important parce que c'est aussi une dimension à ouvrir, parce qu'on parlait des peuples premiers. Donc, c'est aussi cette reliance au monde du vivant. Donc, ça va être aussi abordé dans la formation, dans l'éco-psychologie qu'on propose. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Justement, moi, j'avais une question sur l'éco-spiritualité. Oui. Est-ce que il y a une notion de un peu de religion là-dedans? Ou pas vraiment? non, non. Tu veux répondre ou non, je réponds. Vas-y. Non, il y a pas de notion de religion. Dans la notion d'éco-spiritualité, on va essayer d'aller voir ce qui est présenté, les visions de ces éco-spiritualités, ce qui est centré sur la Terre, centré sur le cosmos. Qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle sagesse on dégage de ces éco-spiritualités? Donc, il y aura pas quelque chose d'axé sur, par exemple, une religion en particulier. Et puis, ça ne sera pas restrictif. Enfin, moi, la spiritualité, c'est très large, c'est ouvert. Il faut la voir qu'une religion, c'est un peu plus fermé parce qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Mais faut voir que là, ça va être ouvert. On va voir plusieurs spiritualités, plusieurs éco-spiritualités, aller voir et puis voir comment ça résonne chez nous. En fait, l'idée, c'est pas d'axer sur une chose en particulier, sur une religion, mais c'est d'aller voir comment ça résonne en nous, ces différentes visions du monde, ces différents positionnements par rapport au vivant. Ouais, complètement. Et du coup, par éco-spiritualité, l'idée, c'est un peu comme l'expliquait Bidard dans Le Tisserand, parce qu'à l'heure actuelle, on est aussi dans une déconstruction des anciens mondes et chacun doit finalement arriver à vivre, ou pas d'ailleurs, une spiritualité qui est non pas individuelle mais personnalisée. Et du coup, dans les éco-spiritualités, on est obligé, quand on travaille dans l'éco-psychologie, de l'aborder parce que dans cette spiritualité, il y a l'idée de la reliance, il y a l'idée d'expérience, de sensation et de mots, de mettre des mots dessus. Donc, dans l'éco-spiritualité, il y a des gens vers qui ils vont aller ou d'autres pas, et c'est OK avec ça. C'est juste que dans dans l'éco-psychologie, c'est une des pétales, parce que Johan emploie une très belle image de la fleur, dont on parlera dans la formation. Ça fait partie d'une des pétales de la fleur de l'éco-psychologie qui est essentielle, parce que dans l'éco-spiritualité, c'est aussi se relier à cette spiritualité peut-être des peuples premiers, de comment on va vers une relation d'interdépendance avec le vivant. Et dans l'éco-spiritualité, il y a aussi inventer sa spiritualité. Ce n'est pas forcément reprendre celle qui existe ou qui était là avant. Donc, c'est donner cette occasion. Voilà. Mais vraiment, sans obédience ou de chapelle religieuse, parce que déjà, moi, ce n'est pas mon truc. Et Johan non plus d'ailleurs. Et c'est vraiment, encore une fois, dans ce même accompagnement que c'est OK, en fait. On a tous nos histoires, d'autres qui sont dans la religion, d'autres pas, d'autres qui ont déjà des imprégnations spirituelles, d'autres qui vont peut-être en avoir. Et en fait, c'est OK avec ça, mais clairement, on n'est pas dans la gourou-attitude. D'ailleurs, on s'en défend fortement. Donc, voilà l'idée. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, Kathleen. Et je précise aussi que dans la formation, c'est principalement moi et Emmanuel et Mika
mais il y aura la possibilité pour vous de participer à des conférences, à des cycles de conférences où d'autres personnes, que ce soit d'autres éco-psychologues ou d'autres personnes qui vont venir en fait faire des conférences, qui seront là aussi tout au long des 7 mois pour vous donner aussi d'autres clés, d'autres visions, d'autres choses. Donc, faut voir aussi qu'il y aura d'autres voix que celle de nos trois voix avec Manu et Mika. Voilà. Ouais, même si pendant la formation, on essaye vraiment de vous apporter le maximum de voix. Mais c'est vrai que dans la FECOP, l'association francophone d'éco-psychologie, comme tu le poses, Johan, on a à cœur de compléter cette formation par plein de cycles parce que c'est riche, c'est hyper riche l'éco-psychologie. Et puis en France, c'est encore un bébé, quoi. Donc du coup, il y a plein de choses à faire. Est-ce que... Oui, Magali, tu avais une question. Oui, est-ce que à la suite de ça, on a, je sais pas, une qualification, un diplôme ou quelque chose qui atteste de la formation de façon à, je sais pas, à pouvoir après pratiquer, avoir un papier, quoi. Ok. En France, l'éco-psychologie n'est pas reconnue. Il n'y a Reconnu. pas de titre particulier. Ok. Donc, il y aura un joli papier, il y aura quelque chose de tout beau, mais qui en soi n'est pas, en tout cas pour l'instant, n'est pas reconnu. Et je pense qu'il va falloir de toute manière quelques années avant que ce soit reconnu, parce qu'on voit déjà à quel point c'est compliqué. Je pense par exemple à des amis qui font de la micro-kiné et que c'est déjà hyper compliqué d'être reconnu au sein des kinés, etc. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, donc non, malheureusement. On aimerait, mais ça ne l'est pas encore. Mais en tout cas, on donne une formation comme si ça allait être certifiant, parce qu'on veut que ce soit quelque chose de béton, en fait, que les gens quand même ressortent avec du contenu et du contenant. Voilà. D'accord. C'est ça. Eh ben, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on tire à la fin de ce webinaire? Moi, je voulais juste... Ouais, on va vers la fin, mais je voulais juste rajouter par rapport à justement à la formation que... Alors, si vous l'avez bien... Je ne sais pas si vous l'avez bien vu ou pas, mais il y a des options, différentes options pour pouvoir financer la formation. Et dans les options, il y a l'option des fonds de formation. Donc, vous pouvez utiliser les fonds de formation pour pouvoir voilà, financer la formation si jamais vous choisissez cette option. Dans ce cas-là, il faudra juste nous le préciser. Comme ça, nous, on vous renverra vers la personne qui sera en charge de pouvoir faire ce lien et que vous ayez la possibilité d'utiliser vos fonds de formation. Les fonds de formation, c'est par exemple le CPF, c'est ça? Ou c'est... Oui, ça en fait partie. Ouais. Il faut voir, il y a le FIFPL aussi, je crois. Ça, c'est plus pour les auto-entrepreneurs ou les libéraux. En tout cas, il existe plein de. On sait pas, on n'est pas forcément au courant parce que le gouvernement ne joue pas vraiment le jeu de proposer ce genre de truc. Mais en tout cas, il existe voilà, la possibilité d'utiliser ça. Donc après, il faut voir. Oui. Ouais, tu as un site internet en fait, parce que j'en ai déjà fait des formations qui sont prises en charge dans le cadre du CPF. Et par contre, il nous faut l'intitulé très exact qui a été donné au gouvernement. Enfin, je ne sais pas qui est l'organe du gouvernement qui gère ça. Je crois que ça s'appelle maformation.fr. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le truc de CPF là. Ouais. Parce que moi, je vais essayer de vous trouver sur ce site-là. Mais je sais que j'ai en général du mal à trouver sans avoir, je sais pas, un code ou quelque chose, vraiment le truc exact qui a été donné pour cette plateforme-là. Nous, ce qu'on peut faire, c'est te renvoyer justement vers la personne qui sera en charge de ça, parce que ça se passera via en fait, Calliope, en fait, là. Et donc, par Calliope, en fait, il y a la personne qui gère ça, elle va pouvoir émettre un... Comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Un devis.
Oui, voilà. Merci, Oumar. On était en deuil. Hein. Un devis, c'est ça. Un devis pour pouvoir justement après faire la liaison entre le fonds de formation et la formation que nous, on propose, pour que ça soit débité en fait, pour que ça soit directement, faire le lien en fait entre le fonds de formation et notre formation. Ok, Après, les d'accord. détails, moi, je les connais pas forcément parce que je suis pas expert là-dedans, mais on a une personne qui gère ça en tout cas pour nous. D'accord. Bah, j'avais posé la question parce que comme à partir du 1er avril, je serai à Pôle emploi, je crois que c'était Emmanuel cette fois qui avait dû me répondre. Ouais. Pour savoir si c'était pris en charge et il me semble que tu m'avais répondu que tu allais te renseigner. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, Johan, tu pourrais peut-être donner les coordonnées à Kathleen, tu sais, de cette personne, de la personne qui nous aide, parce que c'est Ouais. plus toi qui es en lien avec, tu vois? Ouais, je pourrais, ben voilà, je pourrais envoyer, oui, à toutes les personnes en fait là, si vous êtes intéressé par ça, je pourrais envoyer dans un même mail, comme ça évitera de, voilà, si vous êtes intéressé, ben, dans votre mail là, pour que Manu vous a donné la contact à FECOP, quand on vous répondra, je mettrai ça. Donc si vous mettez dans votre mail que vous voulez avoir les coordonnées de la personne en charge de ça, dites-le comme ça, après, comme ça, je vous mettrai directement les liens, ça sera facile. Okay. On mettra les liens, on mettra aussi le dossier pédagogique, mais refait avec les horaires tout reprécisés. Voilà. Donc, on l'enverra demain matin, ça ne vous dérange pas, parce qu'on est une grosse journée. Et du coup, je pense que ce sera plus demain matin qu'on pourra l'envoyer. Super. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va peut-être reprendre une question, je vois que l'heure tourne encore, Ouais. mais une dernière question si vous avez, si Elvira ou Nathalie, vous voulez... Non, en fait, parce que moi, j'avais une question, c'était par rapport si c'était certifiant, mais ça, j'ai eu la réponse. Donc, en fait, c'était pour savoir comment après je pouvais valoriser cette expérience au niveau professionnel. Mais je comprends que c'est le début au fait de cette discipline, enfin de cette approche en France, donc il faut être patient, quoi. Et puis en plus, je vais vous avouer, très sincèrement, avec la France, il faut être patient très, très, très longtemps. Ah. Parce que moi, je le vois en tant que psychologue, hein, déjà, il y a tellement de sous-disciplines qui ont fait leurs preuves et qui ne sont toujours pas reconnues, que ce soit, je ne sais pas, enfin bref, l'hypnose et machin, c'est hallucinant. Donc, l'éco-psychologie, je croise les doigts, mais bon, faut être honnête, ça va prendre du temps quand même. Par contre, ça sera toujours valorisant, en tout cas, c'est ce que moi je vois, parce qu'il y a un intérêt de plus en plus prononcé du public, des professionnels. Donc, de mettre qu'on a suivi une formation quand même d'éco-psychologie, ça, je pense que dans tous les cas, sur un CV ou c'est toujours une plus-value en fait, même s'il n'y a pas une reconnaissance gouvernementale proprement parler, quoi. Et pour nous, l'objectif, il est là, en fait, hein, c'est de pouvoir aussi donner une formation où les gens se sentent quand même à la fin dans leur qualification. Moi, je le vois dans le monde de la sophrologie, par exemple. OK, il y a des sophrologues qui ont fait 2 ans de formation dans une école et clairement, ils n'ont pas du tout les mêmes compétences que quand je vois les gens qui se sont formés sur internet en 4 week-ends de sophrologie. Pour autant, les 2 sont sophrologues et je pense qu'il va se passer la même chose dans l'éco-psychologie, en fait. Forcément, il va y avoir de plus en plus de formations et c'est entendable, mais ça ne fait pas la même chose de se former à l'éco-psychologie voilà, sur 2 week-ends, voilà, fois 4 jours, que d'accueillir en fait ce process de transformation. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pour ça aussi qu'on fait cette formation. C'est pour asseoir, en tout cas essayer d'asseoir une qualité et une assise de l'éco-psychologie en France, même si on sait que on n'évitera pas que ça parte en cacahuète ou pas, mais en tout cas, nous, on est droit dans nos baskets là-dessus. Bon, super. Merci pour en tout cas ce bon moment. Ça me fait plaisir, toutes vos questions, tous vos témoignages. Et, merci à vous de l'avoir proposé. Et puis en tout cas, on vous dit peut-être à bientôt. Et merci, ça m'a fait chaud au cœur. Merci Johan. Merci à toi, Merci à Manu. vous. Merci à vous. Merci. Belle soirée. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir, à tout Merci, bientôt. bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée, Kathleen.